C'est un plaisir de vous retrouver au dernier jour de ce mois de juin, qui est un mois spécial pour nous tous. Et à partir de demain, ce sera le mois d'août. Comme on le dit, je ne sais pas si en portugais ou en espagnol, je pense bien que c'est le second, primero de agosto. Et donc, je profite pour souhaiter un bon mois et un fructueux mois d'août à tous les amis, à tous les compatriotes, tous ceux qui nous suivent à partir de ce live. Et je voudrais rapidement partager quelques préoccupations avec vous. D'abord, dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de remerciements par rapport au sujet de l'ambassade d'Allemagne sur les rendez-vous, sur la question des rendez-vous. C'est vrai qu'on a tous appris une bonne nouvelle, en tout cas pour le moment, une première étape, après le live de la dernière fois sur les difficultés que nos compatriotes éprouvent à obtenir auprès de l'ambassade d'Allemagne, les rendez-vous, des rendez-vous qui sont pris en otage par un réseau d'individus qui prennent de l'argent chez des concitoyens et qui bloquent la plateforme sur laquelle les gens prennent les rendez-vous. Et donc, l'ambassade d'Allemagne a écouté nos préoccupations et a essayé de remettre une nouvelle procédure pour prendre les rendez-vous et donc alléger la plateforme et permettre à tous les compatriotes qui veulent aller en Allemagne pour diverses raisons, certains pour le contrat de travail, d'autres pour rejoindre leur famille, d'autres pour le volontariat, de pouvoir prendre des rendez-vous sur le site du consulat. Et donc, c'est une très bonne nouvelle, même si ce n'est pas encore tout ce que nous souhaitons. C'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui... J'ai des gens qui m'ont envoyé des petites captures d'écran, qui sont allés déjà prendre leur rendez-vous, parce qu'il y avait certains qui avaient des rendez-vous en attente. Et donc, des gens m'ont dit, Ferdinand, merci, on est allé prendre des rendez-vous, c'est déjà confirmé. Et je pense que ce n'est que par là, ce n'est que par ces actions qu'on sera amené à faire bouger les lignes. Vous savez que dans notre pays, les gens ont tellement les oreilles bouchées que quand vous ne parlez pas, ils ne comprennent pas ce qui vous arrive. Mais c'est aussi une leçon pour nos dirigeants, que c'est comme ça que des dirigeants qui sont à l'écoute de leur peuple réagissent. Nous avons interpellé l'ambassade d'Allemagne, en tout cas le consulat de l'ambassade d'Allemagne, et dans les jours qui suivent, ils ont réagi. Ils ont essayé de corriger les erreurs. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont dit, c'est que à la fin de leur communiqué, ils ont dit qu'ils invitent tous ceux qui veulent prendre des rendez-vous à ne passer par aucun intermédiaire. C'est-à-dire les réseaux qui ont pris en otage les rendez-vous et qui demandent régulièrement de l'argent aux concitoyens. Donc, c'est une très bonne chose que déjà, cette nouvelle façon de faire, mettre de côté tous ces réseaux qui ont pris en otage la plateforme de rendez-vous au niveau de l'ambassade d'Allemagne. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui étaient en attente d'aller prendre leur rendez-vous. Et moi, je n'ai qu'à féliciter l'ambassade d'Allemagne pour leur réaction assez prompte et positive qui permettra à nos concitoyens, à nos compatriotes de pouvoir prendre ce rendez-vous sans trop de soucis. Donc, c'est ce que nous voulons pour notre pays, c'est ce que nous voulons pour nos populations. C'est des choses simples comme ça qui réjouissent les gens. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui étaient en attente de prendre leur rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne et certains qui ont raté des contrats, d'autres qui n'ont pas pu voyager, d'autres qui ont eu des problèmes, d'autres qui devaient aller pour les études, d'autres qui devaient aller pour diverses raisons qui n'ont pas pu partir. Désormais, la plateforme est là et vous allez vous inscrire et puis bon, voilà, vous avez vos rendez-vous et puis vous pouvez attendre juste voir si après l'entretien, si on vous donne le visa ou pas. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont interpellé pour me dire que ils rencontrent les mêmes difficultés du côté de l'ambassade des États-Unis. Je n'ai pas encore les éléments factuels, je n'ai pas encore véritablement les éléments factuels parce que généralement, pour l'ambassade des États-Unis, je sais que là aussi on va sur un site
Ça dépend du type de visa que tu veux. Tu télécharges, tu remplis, tu télécharges la fiche, le formulaire du type de visa que tu veux, tu le remplis et puis après, on t'appelle pour apporter ton passeport. Je ne sais pas s'il y a aussi des difficultés là-bas. C'était un système qui était assez fluide. À l'époque, quand prends le visa pour aller aux États-Unis, que ce soit là où je suis aujourd'hui ou au pays, c'est quand même un système assez fluide. Mais s'il y a des difficultés là-bas aussi, il n'y a pas de souci. On en parlera avec les responsables de l'ambassade des États-Unis pour que, bon, s'il y a des difficultés, on puisse aussi attirer leur attention afin que, bon, ils puissent corriger les couacs qui rentrent dans le processus de demande de rendez-vous ou de remplissage du formulaire pour la demande de rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Donc, ce qui est important, c'est qu'on essaie d'éliminer, de dénoncer les réseaux qui rackettent les compatriotes en leur prenant de l'argent, 1 million, 2 millions, 500 000, 400 000, 300 000, juste pour leur prendre des rendez-vous dans les ambassades. C'est ces réseaux-là qu'il faut éliminer en interpellant directement les responsables des ambassades. Du côté de l'Allemagne, on peut dire qu'ils ont écouté nos cris de cœur. Maintenant, à nos propres citoyens, à nos compatriotes, de rester vigilants et de ne pas aller donner de l'argent à des gens, à des gens qui vont vous spolier pour rien. Donc voilà le premier sujet que je voulais aborder dans ce live test que je suis en train de faire sur TikTok. On se réjouit tous, on est tous contents que l'ambassade ait réagi, c'est une bonne chose. Alors la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, vous savez qu'il y a quelques jours, on avait annoncé que en marge des cérémonies Evala, il y a eu quelques petits soucis, on a arrêté des gens, on a arrêté quelques militaires, certains ont fui et tout ça. Et donc la mise à jour de cette information que je voulais vous apporter, c'est que le chef-corps du camp des Bérets Rouges, le colonel Ali, qui avait été arrêté dans la foulée des événements qu'on a connus, a été libéré il y a de cela quelques jours, je pense samedi. Il a été libéré, mais je ne sais pas encore si il a repris officiellement ses fonctions. Mais il a été libéré par ses patrons, en tout cas ceux qui ont donné l'ordre de l'arrêter. Il a été libéré et on a eu la certitude qu'il a été libéré. Quant au capitaine d'arrêt qu'on dit qui s'est fondu dans la nature, lui, on n'a pas toujours de ces nouvelles. On n'a pas toujours de ces nouvelles. Donc, le chef-corps des Bérets Rouges de Kara, qui a été arrêté en marge des cérémonies d'Evala, est libéré depuis quelques jours. C'est important que quand on vous apporte une information et qu'il y a une évolution dans l'information, on puisse revenir pour préciser que cette information qu'on a donnée, il y a une mise à jour. Voilà comment les choses se passent. Donc, c'est pour ça que je le dis. Donc, voilà, il était libéré. Il est libéré, voilà. Donc, parallèlement à ça, nous avons passé un article il y a 2 jours sur notre site internet pour parler un peu des militaires qui sont tombés au champ d'honneur à Kwepa-Kandy là-bas dans le Pendjal depuis lundi. Je crois bien ou mardi, les corps ont été remis aux parents qui sont en train de les inhumer. Si ce n'est déjà fait, des détachements se sont déplacés pour remettre les corps à chaque famille. Et ce qui est un peu malheureux dans tout ça, c'est que ces militaires que nous-mêmes nous appelons des vaillants militaires, des gens qui sont morts sur le champ d'honneur, n'ont pas été honorés à la hauteur de leur sacrifice qu'ils ont fait pour la nation. Il aurait été plus intéressant ou plus judicieux que le gouvernement, parce que depuis qu'il y a eu cette attaque-là, non seulement l'État togolais n'a pas communiqué, il n'y a pas eu un seul message, un tweet, un communiqué, ne serait-ce qu'un communiqué pour souhaiter des condoléances et présenter les condoléances aux familles de tous ceux qui sont morts pendant cette attaque du 20 juillet dernier. Pas un seul communiqué, même pas un tweet. Même pas 2 phrases pour présenter les condoléances de la nation à ces parents qui ont perdu leurs enfants
hein, sur le champ d'honneur dans le Pendjal là-bas. Parce que ces petits gestes, c'est-à-dire les condoléances, les gestes d'affection, le partage de la douleur, tout ça, ça renforce l'unité de l'armée, ça amène les gens à comprendre que le peuple est derrière eux. Donc, les gouvernants n'ont rien dit sur cette attaque. Ils n'ont pas présenté de condoléances aux familles. On a juste envoyé les corps à chaque famille et on demande aux gens de les inhumer. Et dans certains endroits, il n'y a même pas eu de représentant de l'État, ni de préfet, ni secrétaire général de préfecture. On a juste remis des corps comme ça aux familles d'aller enterrer. Et ça, c'est pas vraiment encourageant pour nos forces de défense qui se battent sur le théâtre des opérations et qui font face à ces djihadistes-là. On voit bien, par exemple, au Bénin, que quand il y a ce genre d'événements, on fait une cérémonie officielle. Hein, on fait une cérémonie officielle, on décore même on fait même des distinctions à titre posthume même pour les soldats avant de les inhumer. Chez nous, il n'y a rien de tout ça et on est en train d'enterrer les corps dans une certaine discrétion. C'est pas bien pour un pays. Dans plusieurs de mes interventions, depuis que même j'étais au pays, dans l'autre journal, j'ai toujours plaidé pour la création d'un cimetière pour l'armée. Dans tous les pays civilisés, dans les pays organisés, l'armée a toujours eu son carré pour enterrer des gens qui sont morts sur le champ d'honneur. Voilà, mais chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce genre de choses. Et les gens meurent sur le champ de bataille, on les enterre comme des inconnus, et puis basta, la vie continue. Peut-être après, on donne quelques dédommagements aux familles, et 2 ans, 3 ans après, on ne sait pas ce que deviennent les enfants, les veuves et tout ça, les orphelins. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour notre pays. Donc, nos dirigeants sont interpellés pour revoir leurs méthodes. Quand on le dit, c'est pas forcément parce qu'on est contre eux. On le dit parce que, bon, on veut aussi qu'ils s'améliorent. Ils doivent quand même rendre les honneurs aux fils de la nation qui sont morts sur le théâtre des opérations. Et puis, tous ceux qui sont morts, c'est beaucoup de jeunes, 21 ans, 22 ans, 23 ans. C'est pas normal qu'on laisse comme ça les corps à la disposition des familles, qu'on leur demande d'aller enterrer sans une cérémonie officielle. J'ai vu circuler sur les réseaux sociaux une vidéo qu'on présente comme le chef de l'État qui a rendu hommage à ces militaires. C'est faux. C'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo quand les Togolais, quand il y a eu des Togolais qui ont été tués au Mali et qu'on a ramené le corps, que M. Fogna Singbe est allé rendre hommage à ces casques bleus-là. C'est une ancienne vidéo que des gens essayent d'utiliser pour intoxiquer l'opinion. Mais dans le cas des gens qui sont décédés il y a quelques jours, le 20 juillet dernier, avec l'attaque des djihadistes, il n'y a pas eu d'honneur national, il n'y a pas eu d'hommage national. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour notre pays. C'est pas bien pour notre pays. Imaginez que ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale dans les années 1944-45 et qui ont libéré leur pays de l'occupation allemande, on continue de les honorer jusqu'à ce jour. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ceux qui ont débarqué en Normandie, même que ce soit au Japon, un peu partout, les gens continuent d'honorer ceux qui sont encore vivants. Même et quand ils meurent, on leur rend tous les honneurs possibles. Donc, c'est pas bien que dans notre pays, c'est pas vraiment bien que quand on perd des compatriotes sur le champ de bataille, on les enterre dans l'anonymat et qu'il n'y ait pas de communiqué officiel, qu'il n'y ait pas de réaction officielle pour saluer leur mémoire, pour réconforter les familles, pour saluer les parents. Non, c'est pas bien. Parce que quand c'est comme ça, les gens ont l'impression qu'on les envoie à l'abattoir et puis après, quand ils meurent, on les enterre comme des chiens. Donc, moi, je pense que
nous allons porter en prière tous ces compatriotes qui sont décédés pour avoir défendu la nation et continuer par encourager leurs parents, saluer leurs parents et voilà, et avoir une pensée pour tous ces jeunes, parce que c'est des jeunes, moi j'ai vu les photos, les âges, c'est des jeunes qui ont perdu la vie. Je pense qu'on a besoin de leur rendre honneur et c'est les dirigeants qui doivent le faire. On ne sait même plus au Togo s'il y a un ministère de la Défense ou pas. On ne sait même plus s'il y a un ministère de la Défense ou pas. On sait que ça existe, mais on ne sait pas. Le ministre de la Défense, c'est en même temps le président de la République, donc tout est confondu. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui fait quoi. Et c'est vraiment déplorable que notre pays soit livré comme ça, comme si on était dans une épicerie de quartier où chacun fait ce qu'il veut et il n'y a vraiment pas une directive assez claire et des réactions assez claires. Donc, je voulais aussi aborder ce sujet-là dans ce direct. Et je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que c'est ma première fois de venir sur TikTok, mais c'est un direct test. J'ai juste voulu faire un direct de 15 minutes pour aborder quelques sujets avant de faire la synchronisation dimanche, parce que ce direct était un préalable pour pouvoir joindre les deux réseaux dimanche prochain. C'est pour ça que je passe en vrac sur quelques sujets que vous avez. Alors, il y a un compatriote qui m'a aussi interpellé. C'est un compatriote, un de nos compatriotes togolais qui m'a dit écoute Ferdinand, on a un problème dans la ville de Kara. C'est quoi le problème? Il me dit depuis 2019, il n'y a plus de conservateurs fonciers à Kara. Les fonctionnaires de l'OTR qui étaient affectés à Kara et qui avaient la mission de signer des titres fonciers ne sont plus là. Ils ont été affectés à Dapaon depuis 4 ans. Et depuis, les dossiers se sont empilés à Kara et on ne signe plus de titres fonciers à Kara depuis 4 ans. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce que les gens ont interpellé les autorités par rapport à ce dysfonctionnement administratif? Ils ont dit oui, que des gens ont fait des interpellations. Et depuis, on n'a fait plus une équipe à Kara. Et depuis, le cadastre à Kara ne signe plus de titres fonciers. Depuis qu'on a affecté le conservateur vers Dapaon, il n'y a plus une équipe à Kara qui signe les titres fonciers. Donc, je voudrais faire écho de cette préoccupation de nos concitoyens qui m'ont interpellé, qui m'ont dit il faut en parler pour nous dans tel live, que depuis 4 ans, on ne signe plus de titres fonciers à Kara. Il n'y a pas le personnel, le conservateur a été affecté, il n'y a plus personne pour signer les titres fonciers à Kara pendant que les dossiers s'empilent. Il faudrait qu'on leur affecte quelqu'un à qui on donne la mission de conservateur pour signer les titres fonciers. Donc, bon, moi, volontiers, comme c'est une question d'intérêt national, je fais écho à cette préoccupation de nos compatriotes qui m'ont écrit en disant il faut quand même interpeller les autorités sur ce dysfonctionnement administratif qui pénalise les habitants, ceux qui ont acheté des terrains dans cette ville à Kara et qui sont en train d'immatriculer leurs terrains et qui sont bloqués parce que depuis, il n'y a pas de signal. Les gens qui doivent signer les titres fonciers ne sont pas là. Alors, à quand le gouvernement prochain? Moi, je ne sais pas. Cette question, il faudra l'adresser à Fogna Singbe, à Trimois et peut-être accessoirement à Gilbert Bawara. C'est Trimois qui a sorti une circulaire, comme j'ai eu à le rappeler la dernière fois, qui rappelle aux ministres les limites de leurs compétences pendant la gestion des affaires courantes. Et en même temps, on se pose la question de savoir pourquoi les ministres seraient vraiment limités dans leurs compétences parce qu'ils gèrent les affaires courantes et que les députés, eux, n'avaient pas été limités dans leurs compétences alors qu'ils étaient en fin de mandat. On leur a permis de modifier la Constitution qui engage la vie de toute une nation. Donc, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura le nouveau gouvernement. Effectivement, on est presque 3 mois sans gouvernement. Pour un pays comme le nôtre, qui est dans une situation assez difficile, vous constaterez que même sur le plan des moyens, chaque semaine, on va sur le marché régional pour lever 32 milliards, 33 milliards, 34 milliards pour
payer les charges de l'administration. On ne sait pas où passent les recettes des impôts, les recettes du port, les recettes des sociétés d'État. Personne ne sait où ça passe. Et chaque fois, on est obligé d'aller sur le marché régional, endetter le pays, prendre de l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires et assurer les charges de fonctionnement de l'État. C'est quand même incroyable. Et quand on est dans ça, on ne peut pas être dans ces situations et dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Aujourd'hui, la seule activité des ministres aujourd'hui, c'est qu'ils se promènent dans les quartiers et dans les villages pour expliquer la nouvelle constitution aux citoyens. Et ça aussi, un instant s'il vous plaît. Et ça aussi, c'est... Et ça aussi, la seule activité dans la gestion des affaires courantes qu'on entend, c'est que les ministres, ils vont dans les villages pour expliquer alors, ils disent qu'ils gèrent les affaires courantes, mais la seule affaire courante qu'on les voit gérer, c'est qu'ils sont sur le terrain pour expliquer la nouvelle constitution aux Togolais. Comme si on n'avait pas suffisamment expliqué la constitution avant de la voter, ou le régime parlementaire avant de l'adopter. Et c'est maintenant qu'on a voté le régime parlementaire que les ministres s'époumonent sur le terrain pour soi-disant expliquer aux différentes couches de la société ce que c'est que le régime parlementaire. Je vous avais dit dans le live de dimanche sur Facebook, il y a une équipe qui doit partir en Inde. Et je pense que l'équipe est partie. Je pense que ça doit être un peu le gouvernement, l'Assemblée nationale. Il y a une équipe qui est partie. Voilà comment on gaspille de l'argent dans le pays pour des inutilités. Donc, je ne saurais vous répondre exactement sur la date de la formation du gouvernement. C'est à la discrétion et au bon vouloir de M. Faure Gnassingbé. S'il va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour former son gouvernement, on verra. Donc, voilà. Oui, je reviendrai sur le dossier de la SNPT, ne vous en faites pas. Maintenant qu'on est sur TikTok, je vais aborder les chapitres, je vais aborder les sujets chapitre par chapitre. J'ai un très grand dossier sur la SNPT, on en parlera, on parlera de Wassem, on parlera de l'exploitation du ciment, des phosphates, du manganèse, on parlera d'un peu de tout, on parlera un peu de tout, on va ramasser tous les sujets et ça va être assez intéressant. Je reviendrai aussi sur... ce qui se passe à la DST, au district autonome du Grand Lomé. Vous savez que j'avais sorti un dossier sur la DST et depuis, il semble que ça bouge sur toutes les lignes là-bas. Je vous avais parlé de ce colonel à la bas et de ses collaborateurs qui ont fait disparaître beaucoup d'engins ou qui se sont appropriés certains matériels de l'État, qui louent à des particuliers, parfois à plus de 350-400 000 francs par jour. Et quand ce matériel tombe en panne, ils reviennent le réparer avec l'argent de l'État. Et donc, c'est quand même des choses inimaginables qui se passent dans notre pays. J'ai appris depuis un certain temps que les lignes bougent. Oui, mon frère, pour l'ambassade d'Allemagne, d'accord. Pour l'ambassade des États-Unis, je vais les interpeller directement. Il n'y a pas de souci. Ok, je vais adresser un courrier à l'ambassade des États-Unis directement. Je vais leur envoyer un courrier directement pour leur faire part des préoccupations des Togolais sur les difficultés pour avoir les visas, pour avoir les rendez-vous. Je vais les interpeller directement. Et on a quelques amis là-bas et bon voilà. Et donc voilà, donc à la DST là-bas, il semble que les lignes sont en train de bouger. On demande des comptes maintenant aux gens et c'est pour ça que je vous dis, il faut que nous essayions de demander des comptes aux dirigeants. Il faut qu'on crie dans leurs oreilles. C'est vrai qu'en le faisant, on se met en danger. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis devenu un ennemi d'État. Si on me trouve quelque part, on va me liquider. Mais ça, c'est pas un souci. Quand des gens vous ont mis dehors, les gens vous ont mis en prison une première fois, ils ont voulu vous arrêter une deuxième fois, alors que vous n'êtes pas un sujet dangereux, vous ne faisiez que votre travail, et qu'ils vous ont contraint à l'exil,
à un moment donné, la seule arme que vous avez, c'est de leur répondre et de les combattre. Donc, on est sur ce terrain aujourd'hui et on va le faire, je pense, avec des armes que nous avons. Donc, si on était... je disais à un ami que, bon, on faisait notre travail tranquillement au Togo. On était une menace pour personne. On faisait du journalisme, on informait les Togolais, on faisait des débats. Et des gens qui voulaient nous étouffer sont venus nous arrêter, nous ont envoyés en prison. Et dans cette histoire de prison, on en est sorti avec un confrère qui est décédé. Je ne veux pas rappeler les tristes souvenirs. On a été mis dans des conditions assez difficiles en prison. Et malgré qu'il y a eu un décès parmi nous, ils ont voulu nous arrêter une deuxième fois pour nous envoyer encore dans une prison. Aujourd'hui, nous on est dehors, on les a échappés, mais on ne peut plus rentrer chez nos pays, on est sous mandat d'arrêt international. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va les combattre. On va les combattre. Donc, c'est eux-mêmes qui ont voulu. Ils ont voulu, ils ont cherché, et puis bon, voilà. Mais nous, on sait que partout où on est, s'ils ont la seule... s'ils ont une moindre occasion pour nous liquider, ils vont nous liquider. Mais bon, nous... on va pas s'inquiéter de ça et se taire. Donc, tant que ce pays ne changera pas, rien ne bougera. Tant que ces gens-là seront au pouvoir, rien ne bougera. Il faut que les Togolais se le mettent dans la tête. Et quand ils écrasent, même les plus petits, ils écrasent les gens qui ne sont même pas dangereux. Vous imaginez, aujourd'hui, c'est impossible de faire quoi que ce soit au Togo. Donc, on va aborder tous les sujets qu'on n'osait même pas aborder au Togo quand on était au Togo, les sujets qu'on n'arrivait pas à aborder, parce qu'on faisait beaucoup de censure. On faisait énormément de censure au Togo, parce que, bon, si tu abordes un sujet, tu ne sais pas comment le faire, on peut attenter à ta vie. Déjà qu'on a fait la prison, on en est sorti avec quelqu'un qui est décédé et tout ça. Maintenant qu'on n'est plus là, et qu'ils nous ont contraints à partir ou à être dehors, et qu'on ne peut pas rentrer aujourd'hui, parce que si on rentre, on connaît notre sort, pour nous, on va pas les lâcher. C'est maintenant que ça commence, on ne va pas les lâcher. On serait tous restés au Togo que, bon, chacun devait évoluer dans son couloir sans trop de problèmes. Mais comme c'est des gens qui veulent faire taire toutes les voix, la nôtre ne va pas se taire. Donc, on va aborder tous ces sujets-là. Donc, c'est juste un live que j'ai improvisé. J'ai voulu improviser ce soir. Ça me sert aussi de test. Ça me sert aussi de test sur TikTok, de telle manière que la prochaine fois, on va combiner à la fois TikTok et Facebook. Effectivement, il y a certaines questions que je ne maîtrise pas trop. AMU, j'en ai déjà parlé. J'ai voulu que des syndicalistes viennent pour qu'on parle de la question de l'AMU. Les gens ne sont pas disponibles, les gens ont peur. Le journaliste, c'est pas quelqu'un qui a la science infuse. Moi, j'ai pas la science infuse pour maîtriser tous les sujets. Je peux avoir des connaissances élémentaires sur certains sujets. Je peux avoir des connaissances approfondies sur d'autres sujets. Mais la question de l'AMU, je ne la maîtrise pas totalement. Je peux avoir quelques bribes d'informations, un peu de connaissances, mais tant que les syndicalistes, les spécialistes de la question d'assurance ne veulent pas parler, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vais pas aborder un sujet que je ne maîtrise pas et que des gens vont venir dire, ah, voilà un journaliste qui ne maîtrise pas un sujet dont il veut parler. Bon, moi je ne veux pas rentrer dans ça. Donc s'il y a des gens qui maîtrisent la question de l'AMU et qui sont prêts à parler, on peut même les inviter dans un live sur TikTok pour qu'ils viennent nous expliquer ce que c'est que l'AMU, quelles sont les difficultés de l'AMU, comment ça se passe aujourd'hui et sur le terrain. Est-ce que c'est à leur avantage, à leur désavantage? Qu'est-ce qui se passe autour de cette assurance que l'État a mis en place pour qu'on puisse ouvrir le débat? L'AMU, c'est l'assurance maladie universelle que l'État togolais est en train de mettre en place actuellement et qui crée quelques dysfonctionnements avec l'ancien système qui existait. Donc, moi, je ne peux pas me lever, commencer par parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Je peux avancer quelques idées, mais le fond, je ne peux pas l'aborder. Sinon, je serais un mauvais journaliste, je ne sais pas. Donc, s'il y a des gens courageux qui sont prêts demain à parler de l'AMU, j'ai interpellé un des syndicalistes, j'ai interpellé des universitaires, j'ai interpellé plein de gens, mais les gens ne veulent pas parler. Si vous ne pouvez pas défendre ce qui est mis en place et qui vous crée des difficultés, comment vous voulez qu'on fasse?
C'est ça aussi le Togo. Aujourd'hui, les Togolais qui ont la parole, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, la parole est un peu libérée, mais beaucoup plus du côté des Togolais qui sont à l'extérieur. Mais la mue, si on veut l'expliquer, c'est pas l'expliquer contre l'État ou contre le régime, mais c'est de l'expliquer de façon basique. C'est quoi la mue? Et quelles sont les difficultés de la mue aujourd'hui? Pourquoi? Et ça, il faut que des spécialistes s'annoncent pour qu'on en parle. Mais s'il n'y a pas de volontaires pour en parler, moi, je ne pourrais pas véritablement le faire. Donc, voilà les sujets d'actualité que je voulais aborder avec vous. Dimanche, comme d'habitude, à 14 h, on va refaire un live, autant bien sur TikTok que sur Facebook. On va combiner les deux réseaux, peut-être le troisième, YouTube. Et on va reprendre, les questions petit à petit. On va reprendre les domaines, secteur par secteur, afin de sensibiliser les citoyens, afin de réveiller les gens, afin d'amener les Togolais à comprendre comment le pays est géré. On parlera de tout, de la gestion du port, de la gestion des mines au Togo, les routes qui n'existent pas, les difficultés, le chômage, les écoles, le manque d'établissements scolaires. On va aborder toutes les questions et on verra ce que ça va donner. Donc voilà les quelques préoccupations que je voulais partager avec vous cet après-midi dans ce live que j'ai improvisé. Ouais, le lycée de 2 février qui est toujours abandonné. J'en ai parlé la dernière fois. Pendant qu'on envoie l'argent faire les conneries là-bas, donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est ma première fois d'être sur TikTok de façon formelle. Et je remercie les 800 personnes, presque 30 personnes qui sont en ligne. C'est vrai que ça n'a pas été annoncé très tôt. J'ai voulu juste faire un test. Et la prochaine fois, on parlera de beaucoup de choses. Ouais, je parlerai de la CNPT, ne vous inquiétez pas. Je parlerai un peu de tout. Et je pense que... Non, je n'ai pas de dossier sur la LUMISCO. Si vous en avez, vous pouvez me donner. Si vous en avez, vous pouvez me donner. Tout ce qui... Madame Tchegan, elle doit être dans son logement de fonction. Il faut aller à la cité, je pense, à la caisse ou à la cité où vous allez la trouver là-bas. Les PAM, je reviendrai dessus. Je reviendrai sur le PAM. Je reviendrai sur la DST parce que actuellement, ça bouge un peu la DST. Les gens sont sous pression à la DST. On leur demande de rendre compte. Dimanche, je vous donnerai des détails, les informations, les voitures qui ont été détournées, les voitures qui ont disparu, les numéros des voitures, comment ils utilisaient les voitures. En tout cas, toute la gabégie qu'il y a à la DST, j'en parlerai. Voilà, je parlerai de ça. Et puis, on va ouvrir les gros chapitres qui nous attendaient depuis. Il y a énormément de gros chapitres. Je vous ai parlé... Ouais, je parlerai aussi de Jean-Paul Omolou. Ne vous inquiétez pas, je parlerai de ça. On avait les 20 forts à décortiquer, les 20 plus de forts à décortiquer. On en parlera aussi. Et voilà. Donc, ouais, le barrage de Nangbeto, il y a quoi là-bas? Les gens qui ont été expropriés? Les gens qui ont été expropriés à Nangbeto, c'est ça? Ouais, bon, il n'y a pas de souci. Donc, la direction des services techniques de la mairie, la DST, c'est beaucoup plus eux qui gèrent les questions des ordures et qui les acheminent vers le centre d'enfouissement d'Akepe. Et il y a pas mal de magouilles là-bas. Si la ville de Lomé aujourd'hui est dans cet état de saleté, en partie, ils sont aussi responsables. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment sur... la famille Akbar, ils sont toujours au SCRIC. On espère qu'il y aura un bon dénouement
Donc, voilà. Et donc, voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et merci à tous ceux qui étaient en ligne là pour partager ces moments avec moi. Et voilà. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez me les laisser, il n'y a pas de souci. On en parlera. Tout ce qui peut permettre d'améliorer le quotidien de notre pays, d'interpeller les dirigeants, d'améliorer la vie des Togolais, de dénoncer la corruption, de dénoncer tout ce qui se passe de travers dans notre pays. On va le faire. On va le faire. J'ai eu de très bons retours, comme du côté de l'ambassade d'Allemagne. J'ai eu un très bon retour sur la question des notaires, des avocats qui exploitent leurs clients ou qui magouillent leurs clients. Donc, tout ça, c'est des choses qui intéressent directement les Togolais parce que tout le monde en est victime. C'est des questions qui touchent directement les Togolais. Et donc, j'aborderai ces sujets-là. Et la première fois que j'en ai parlé, la dernière fois, j'ai eu de très bons retours. Des gens m'ont appelé, les gens m'ont envoyé des dossiers, les gens ont dit voilà, il y a ci, il y a ça. Le principe est simple, moi, je suis un journaliste, je ne suis pas un influenceur, donc je ne me mettrai jamais à citer des noms des gens ou à mettre des gens, à accuser des gens tant que je n'ai pas une preuve formelle. Donc, je peux parler en général, mais si je dis quelque chose de particulier, si je touche quelqu'un, c'est parce que j'ai la preuve matérielle que telle personne a fait des magouilles dans tel dossier, ici. Donc, il y a des gens qui me disent, oui, il y a telle personne qui a fait ci, il y a telle personne qui nous a fait ça, il faut en parler. Non, le journaliste ne fonctionne pas comme ça. Le journaliste, ce n'est pas quelqu'un à qui vous envoyez une information et puis le lendemain, il va balancer. Non, parce que nous aussi, il y a ce qu'on appelle la responsabilité pénale. Si tu es journaliste et puis tu diffames quelqu'un, on va te poursuivre. Donc, nous, on reçoit les informations, on les traite, on les confronte avec certaines personnes avant de les diffuser. Donc, on n'est pas des influenceurs, on n'est pas des TikTokers, on est des journalistes. Et le travail, la manière du journaliste de traiter l'information est différente de la manière dont un influenceur ou un activiste traite l'information. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça que, généralement, je ne rentre pas dans le jeu des influenceurs ou des activistes, parce que c'est pas la même chose. Et nous, notre profession est régie par des lois, des règles, et il faut s'en tenir à ça. Si demain tu as un souci, on sait que tu es journaliste, et on sait comment on te défend. Donc voilà ce que je voulais dire. Et une fois encore, je remercie tous ceux qui ont pris le temps pour suivre ce live de quelques minutes que j'ai voulu faire. Et je pense qu'on va se séparer. On va se séparer avec l'espoir de reprendre les choses, la semaine prochaine, le dimanche.